sur l'affaire Manson-Labassé que vous avez évoquée, qui m'a rappelé le critère de proportionnalité qui a été mis en place par la Cour de cassation. C'est assez compliqué pour les étudiants de le comprendre, mais aussi pour les justiciables. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les objectifs qui étaient poursuivis par le critère de proportionnalité et si finalement ces buts ont été véritablement en pratique atteints? Avec le contrôle de proportionnalité, on met en balance des intérêts très différents. Et pour la Cour de cassation, c'est vraiment une évolution profonde, puisque la Cour de cassation était habituée jusqu'à une période récente au syllogisme judiciaire, c'est-à-dire en rendant une décision, d'avoir une règle de droit, d'avoir les moyens et de les appliquer, mais de façon assez binaire. Avec le contrôle de proportionnalité, il y a des principes différents, et suivant le fait qu'on fasse pencher d'un côté ou l'autre le principe, on n'a pas du tout la même solution. Par exemple, dans l'affaire Ménesson, on aurait indiqué que c'était la gestation pour autrui était contraire à l'ordre public, quel que soit l'intérêt des enfants, le dossier était clos. Et il y a quelques années, c'est ce qui aurait été dit. Tandis que là, tout en sachant que c'est contraire à l'ordre public, on fait prévaloir un intérêt supérieur, qui est celui de l'intérêt des enfants, qui doivent avoir une filiation. Sans filiation, n'ont pas de passeport, pas de carte d'identité, ne peuvent pas faire d'études, ne sont pas déclarés à l'état civil, donc n'ont aucun droit, aucune existence juridique. Vous pensez donc que la fonction normative de la Cour de cassation est absolument indispensable? J'en suis persuadée. Il y a eu beaucoup de débats en France pour se poser des questions. Est-ce que la Cour de cassation a une fonction normative ou pas? Cette fonction existe depuis assez longtemps, mais avec la prégnance du droit européen, c'est une fonction qui s'est beaucoup développée, et notamment au regard des droits fondamentaux. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la vision que vous aviez pour, de manière générale, la magistrature. À propos notamment des nouvelles technologies, vous avez abordé rapidement l'IA. J'imagine que ça fait aussi un peu appel à tout ce qu'on associe à la justice prédictive, même si c'est un peu flou ce qui est en dessous de ce terme-là. Et vous avez aussi beaucoup parlé de l'humain et du rôle du juge en tant que personne, et qui en même temps ne doit pas faire transparaître ses idées personnelles. Est-ce que vous pensez que l'humain, finalement, c'est l'avenir du magistrat par rapport à toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est la solution ou si c'est un problème? Enfin, voilà, comment vous voyez les liens du juge vis-à-vis de l'IA et son futur? Il est assez difficile de répondre à votre question, je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours considéré que ces 30 dernières années, la justice avait plus changé que les 2 siècles précédents, et dans les 5 ans à venir, la justice va plus changer qu'elle n'a changé dans les 30 années qui viennent de s'écouler. Et une des grandes difficultés, c'est que pratiquement personne ne s'intéresse à l'open data des décisions judiciaires. Il y a des start-up, il y a des éditeurs juridiques, mais personne ne sait ce qu'il va être fait de ces décisions-là. Il y a très peu de recherches sur ces questions-là. Je suis persuadée que l'intelligence artificielle va modifier le mode de traitement d'un certain nombre de dossiers. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais je l'indique aux plus jeunes étudiants. Ce qui leur sera demandé plus tard, c'est la capacité de travailler avec l'intelligence artificielle, mais de rester un être humain. Et j'ai été très surprise dans des colloques récemment où la question de l'humain commence à devenir centrale, parce qu'à la limite, pourquoi est-ce que toute une procédure pénale ne serait pas traitée, tous ces procès-verbaux ne seraient pas traités par l'intelligence artificielle? Donc je pense qu'il y a un biais et que l'éthique est vraiment au cœur de tous les processus. Mais pour l'instant, pratiquement personne ne s'intéresse à ces questions-là. Et quand il y a ce logiciel dont je ne ferai pas de publicité qui arrive, notamment dans les universités, alors tout le monde trouve que c'est a l'air un peu dépassé par la question. Moi, je pense que ça va venir très vite. Dernière question, que diriez-vous à un magistrat qui est en début de carrière? Je lui dirais plusieurs choses. C'est de toujours mettre l'humain au cœur de ses fonctions, d'avoir une grande capacité d'adaptation, d'avoir une vision. Nous n'avons quasiment plus de philosophes de la justice en France. Enfin, moi, ça me pose un problème. À chaque fois qu'on parle philosophie, on se réfère à des philosophes anglo-américains.
une vision large. Et moi, ce qui m'inquiète aussi pour les jeunes magistrats, c'est que je ne suis pas persuadée qu'ils resteront 45 ans dans la justice. Et je pense que pour ces fonctions-là, il faut quand même un certain temps en fait, pour aborder l'ensemble des contentieux. Donc être disponible, et il y a je ne veux pas dire une sorte de foi, mais un engagement. Et surtout, il faut être courageux. Et je pense que c'est ce dont on manque le plus collectivement, le courage.